je m'appelle Edith, ici on parle tatouage, on parle féminité et on parle de tout l'arc-en-ciel qu'il y a entre ces deux mots. Cette chaîne, elle est surtout dédiée aux femmes tatouées, aux femmes qui veulent se faire tatouer, mais si t'es ni une femme tatouée, ni une femme qui veut se faire tatouer, ni même une femme, eh bien c'est pas grave, t'es quand même bienvenue. Aujourd'hui, je veux profiter de la sortie du Cosette hors série numéro 12, celui du printemps 2020, qui parle de 30 histoires de femmes intrépides pour vous parler tout particulièrement de Maud Wagner, qui est ici en couverture, qui est la première tatoueuse enregistrée de l'histoire des États-Unis, mais aussi de l'histoire du monde. Maud Wagner, elle est née en 1877 dans un milieu très pauvre et très rapidement, elle devient acrobate. Et là, on va s'arrêter un tout petit peu sur l'histoire du tatouage. Je vous dis des bêtises. Et là, on va s'arrêter un petit peu sur l'histoire du cirque pour comprendre un peu dans quel milieu a grandi Maud et est devenue adulte. L'histoire du cirque, ça remonte en fait à l'Antiquité où le cirque était très mélangé avec la vie religieuse, où les acrobaties, les jongleries, tout ce qui pouvait être les prémices du cirque actuel étaient en fait incorporés dans les rites religieux un peu partout dans le monde. Et les Romains ensuite en ont fait quelque chose d'un peu plus grandiose, on va dire, avec les fameux cirques de Rome, celui qu'on connaît bien avec les gladiateurs, les lions qui mangent les humains, etc., etc. Vous savez, le fameux pouce en haut, pouce en bas qu'on retrouve maintenant dans Facebook et dans tout ce genre de choses dans les milieux sociaux, dans les réseaux sociaux. Et en fait, il y avait entre les gladiateurs ou les combats d'animaux sauvages, il y avait des numéros de jonglerie, des danses, des acrobaties, des choses comme ça qui étaient les prémices du cirque qu'on connaît actuellement, qui est bien loin de ce cirque-là quand même. Mais les premiers chrétiens trouvaient ça tout à fait obscène, notamment parce qu'il y avait l'apologie du corps, ce qui n'était pas trop leur façon de voir les choses. Et par exemple, en Chine, en Extrême-Orient, où les acrobaties étaient un spectacle de cour, ça a pris une toute autre dimension, puisque c'était un spectacle noble qui était encouragé et qui était uniquement donné dans les cours aristocratiques. Et donc, tu as une presse beaucoup plus positive, notamment aussi puisque le côté corporel, spirituel, enfin, dans la spiritualité orientale, a un impact beaucoup plus fort, puisqu'il s'agit du véhicule qui permet de communiquer avec une spiritualité supérieure. Donc rapidement, tous les artistes de cirque sont devenus en fait des hors-la-loi, des marginaux, et ils ont été obligés de partir sur les routes, d'où l'itinérance du cirque actuel. Ça, c'est début Moyen-Âge, fin Antiquité, début Moyen-Âge. Ensuite, durant le Moyen-Âge, les saltimbanques, les troubadours avaient plus ou moins mauvaise presse en fonction des périodes, et fin Moyen-Âge, c'est long le Moyen-Âge, hein, ça fait quand même 1000 ans, fin Moyen-Âge, il y a eu des édits un peu partout en Europe qui interdisaient les troubadours, les cirques, les saltimbanques dans les villes et dans les foires. Cependant, les spectacles qui étaient les prémices de notre cirque actuel ont retrouvé leur maître de noblesse avec Ashley, qui est un ancien militaire anglais, qui a commencé, après sa carrière militaire, à faire des spectacles de voltige, des spectacles équestres, avec de la voltige, avec des acrobaties, avec de la danse, et c'était plutôt prisé par les aristocrates. De là, il y a eu Charles Hughes, un ancien élève et aussi un rival, qui a ouvert le Royal Circus. C'est la première fois qu'on retrouve le mot circus sur les cirques contemporains, qui a ouvert en fait un cirque, notamment en Russie. C'est lui qui a amené le cirque en Russie. Charles Hughes a eu ensuite un élève, John Bill Ricketts, qui a ensuite emmené le cirque aux États-Unis. Et c'est là que les grands cirques des États-Unis ont pris racine. Il y a eu ensuite Phineas Taylor Barnum, n'est-ce pas, avec l'accent, donc P.T. Barnum, qui a été un génie du business, en vrai, un entrepreneur du spectacle, qui a commencé sa carrière autour d'une personne qu'il mettait en scène, qui était supposée être l'ancienne nourrice de George Washington, et qui parlait de sa vie autour du petit George.
Et ensuite, il a fait grossir ce type de spectacle jusqu'à faire un énorme cirque, mais qui était une espèce d'hybride entre un cirque donc où il y avait un show sur piste, mais aussi des sideshows, comme ça s'appelait, donc des attractions qui étaient à côté du spectacle principal. Et il y avait les freaks. Les freaks, c'était des personnes qui, maintenant on le sait, étaient atteintes de maladies génétiques en général, et qui étaient très souvent vendues à un très jeune âge par les parents à ce type de cirque pour être montrés sur scène ou à côté dans des bungalows comme étant la femme à barbe, par exemple. Ça c'est très connu, la femme à barbe. Il y avait chez P.T. Barnum, il y avait une jeune femme qui avait 4 jambes, c'était une malformation à la naissance. Il y avait un qui avait une boîte crânienne sous-développée, voilà, que des choses comme ça, un homme tronc, des personnes atteintes de nanisme, voilà, plein de freaks comme ça, donc plein d'étrangetés naturelles. Et c'est vraiment P.T. Barnum qui a implanté les prémices de ce type de cirque au milieu du 19e. Si je vous parle de ça, c'est parce que Maud Wagner, qui ne s'appelait pas encore Wagner à l'époque, mais Stevens, a commencé sa carrière dans un cirque en tant qu'acrobate et trapéziste. Et Maud Stevens, puisqu'elle n'était pas encore Wagner, performe notamment à l'exposition universelle de Saint-Louis qui se déroule en 1904. C'était un énorme événement puisque l'exposition a duré du 30 avril 1904 au 1er décembre 1904 et l'exposition, la foire, était sur 5 km². Il y avait 1500 bâtiments, il y avait 120 km de routes qui ont été créées exprès pour la foire. Dans cette exposition universelle, il y a eu des choses extraordinaires qui ont été présentées, comme la première machine à rayons X ou le premier téléphone sans fil, oui, en 1904, ou encore des choses très très importantes comme le cornet à glace ou la barbe à papa, et la première course aéronautique. Mais il y avait une partie aussi de l'exposition qui était un peu plus sombre, enfin un peu plus sombre à nos yeux actuellement. C'est toute la partie coloniale qui présentait, qui exposait en fait des hommes non blancs, des hommes et des femmes non blancs, qui étaient des tribus d'Asie, du Sud, qui étaient des tribus africaines, des tribus d'Amérique du Sud, et qui présentaient ça comme des choses exotiques, extraordinaires, et surtout, malheureusement, comme des sous-hommes, comme des primitifs. Si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, c'est super important de comprendre ce côté exposition de chair humaine, j'ai envie de dire, exposition de corps différents, que ce soit avec les freaks ou que ce soit avec les personnes qui étaient racisées. Et c'était vraiment quelque chose de très très commun aux États-Unis à cette période-là. Et en fait, Maud Wagner rencontre son mari Gus Wagner, enfin Maud Stevens à l'époque rencontre son mari Gus Wagner dans cette exposition universelle, puisque Gus est lui-même exposé en tant qu'homme le plus tatoué d'Amérique. Il était surnommé le Globetrotter tatoué. Gus Wagner, c'était un ancien marin qui avait parcouru la terre entière et qui notamment avait été en Indonésie où il avait appris le tatouage avec les habitants de l'île de Java et de Bornéo, le handpoke, donc la technique à la main. Et il s'était fait tatouer et s'était tatoué lui-même, avait appris le tatouage et était revenu aux États-Unis et faisait la tournée des États-Unis comme homme le plus tatoué des États-Unis. L'histoire dit que Gus a troqué son premier rendez-vous amoureux avec Maud contre une séance de tatouage et pour lui apprendre le tatouage. Très rapidement, Maud, elle comprend que le côté sideshow, le fait d'être une attraction en soi par ses tatouages, est plus intéressant et plus rémunérateur que le côté acrobate et trapéziste. Et donc, elle se fait tatouer par Gus Wagner et également, dans la foulée, elle apprend à tatouer. Le couple se marie en 1907 et 2 ans plus tard, ils ont une petite fille qui s'appelle Loteva et je vous le donne en mille qu'il sera tatoueuse. Il faut dire qu'elle est tombée un peu dans la marmite quand elle était petite. Mais Maud Wagner refusera que Gus tatoue la petite Loteva et Loteva sera peut-être la seule tatoueuse de l'histoire qui gardera une peau vierge jusqu'à la fin de ses jours.
Grâce à l'expérience qu'elle acquiert par Gus, Maud devient une tatoueuse très réputée, sauf que bien souvent, le fait d'être tatouée par une femme, c'était compliqué. Du coup, sur leur publicité, c'était noté M. Wagner pour Maud Wagner. Comme ça, les gens ne savaient pas qu'il s'agissait d'une femme et le découvraient une fois qu'ils étaient arrivés. Mais comme elle avait une excellente réputation de tatoueuse, les gens se faisaient quand même tatouer chez elle. Et oui, on peut être une femme et douée. Je sais, ça choque, mais c'est comme ça. En 1941, Gus décède frappé par la foudre, mais Maud ne s'arrête pas là, elle continue sa carrière avec sa fille et mourra en 1961, 20 ans plus tard, après une grande carrière de tatoueuse. Voilà succinctement l'histoire de Maud Wagner que j'ai découverte dans Cosette au milieu des 29 autres histoires de femmes intrépides, et c'est l'une des premières femmes badass du tatouage. J'ai adoré lire ce Cosette, c'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que ça a été un coup de cœur et donc je voulais le partager avec vous. En parlant de coup de cœur, j'ai envie de vous partager des femmes dont j'adore le travail de temps en temps sur les épisodes, et cette fois-ci je vous partage en fait l'artiste qui m'a fait ces boucles d'oreilles là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, je vous les mettrai en gros plan. C'est Bijou Clair de Lune, elle est à Strasbourg, mais elle fait aussi en envoi, puisque moi je suis dans le sud de la France. C'est une personne absolument géniale, j'adore son boulot et je voulais vous partager. Là c'est une commande que je lui ai faite parce que j'adore les boucles d'oreilles asymétriques, donc je vais commander spécifiquement une paire de boucles d'oreilles asymétriques pour cet épisode. En vrai c'est pour moi, hein, on est d'accord. Évidemment, vous retrouverez ces coordonnées dans la description. Vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je mets des contenus exclusifs. Et puis sur ce, je vous dis ciao!